Parmi les nombreuses espèces végétales et animales que l'homme a domestiquées au cours de son histoire, certaines ont eu un rôle ou une importance particulière. C'est le cas du cheval, qui va nous intéresser aujourd'hui. Cet animal, rapide et sauvage, a sans doute passionné les premiers hommes, comme en témoignent d'ailleurs les très nombreuses représentations de cet animal dans l'art pariétal. Lorsque je prépare une vidéo sur un sujet, j'ai l'habitude d'interroger mon entourage afin de connaître les idées reçues qu'ils ont, les questions qu'ils se posent, bref, tout ce qu'il me faudra éclaircir dans la vidéo. Pour ce sujet, j'ai posé une question simple. De quand, selon vous, date la domestication du cheval? La première réponse que j'ai obtenue évoquait les Amérindiens. C'est pas anormal, au vu de la figure de l'Indien dans la culture populaire, qui est souvent liée à celle du cheval. Il suffit de regarder un western pour s'en rendre compte. On m'a ensuite proposé le Moyen-Âge. Là encore, quoi de plus normal, c'est une période très liée à la chevalerie après tout, du moins dans l'imaginaire collectif. Et enfin, on m'a évoqué l'Antiquité, en évoquant les cavaleries des peuples des steppes. Je me suis alors rendu compte qu'il y avait un grand flou autour de ce sujet, et on va essayer d'y remédier. Bienvenue pour un nouvel épisode d'Archéo Cliché qui est dédié à la domestication du cheval. Dans un premier temps, il va nous falloir définir ce que c'est la domestication. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Pour rester simple, c'est l'ensemble des modifications du comportement humain à l'égard des espèces végétales et animales. Cela entraîne une relation symbiotique entre l'homme et les espèces domestiquées. Par exemple, le blé, une fois domestiqué, sert de nourriture à l'homme, mais il est protégé pendant sa pousse. De plus, la plante n'a plus à s'occuper de répandre ses graines, puisque l'homme le fait volontiers. C'est un très long processus dont la première étape est lorsque l'homme commence à favoriser certaines espèces, par exemple en abattant tous les arbres qui ne produisent pas de fruits intéressants, pour offrir à ceux qui les intéressent plus de lumière, de place et de chances de survie. La dernière étape de la domestication est franchie quand l'humain choisit lui-même le lieu de vie des espèces domestiquées, les protège et garantit tous ses besoins vitaux. Ce n'est pas la seule définition qui existe, mais je trouve que celle-ci définit bien tous les aspects du processus. À présent, revenons à nos chevaux. Pour nous intéresser à leur domestication, il va déjà falloir se poser la question de comment on identifie une espèce domestiquée. En réalité, il n'y a pas 20 000 solutions, puisque pour la préhistoire, on ne dispose que des restes archéologiques et pas de textes. Il faut donc s'intéresser aux ossements des animaux pour obtenir des réponses. Ils sont donc étudiés par ce qu'on appelle les archéozoologues, des spécialistes de la question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour de nombreuses espèces animales, le passage de la vie sauvage à la domestique provoque des changements visibles sur le squelette, comme par exemple sur la taille, ou encore les lésions que subira le squelette lorsque l'animal a dû fournir des efforts en étant attaché. Et dans le cas du cheval, me demanderez-vous, qu'est-ce qui se passe? C'est là que ça se complique. Il y a très peu de différence entre un squelette d'un cheval sauvage et d'un cheval domestiqué. Les rares changements visibles interviennent sur le crâne ou les dents de l'animal, des parties qui ne sont pas toujours retrouvées par l'archéologue. De plus, le changement de taille d'un animal après sa domestication prend beaucoup de temps, puisque c'est au fil des générations, après de nombreuses sélections faites par l'homme, que les différences apparaissent. Autrement dit, la découverte d'un squelette qui a subi des modifications n'indique pas le point de départ d'une domestication. Bien, maintenant posons-nous la question de où et quand le cheval a été domestiqué pour la première fois. Et là, ça va se compliquer un peu. Comme je l'ai expliqué précédemment, les traces de domestication sont difficiles à identifier, surtout pour le cheval. Et s'il est certain que cet animal a été domestiqué pendant la préhistoire, les premiers squelettes d'équidés portant avec certitude les marques de domestication datent de l'âge du bronze. Pendant longtemps, on estimait que les premiers indices dataient d'environ 4000 avant Jésus-Christ, et que cela commençait en Ukraine avant de se diffuser un peu partout. On se basait avant tout sur le site de Derevka, un site archéologique ukrainien où a été découvert un certain nombre de choses très intéressantes. Tout d'abord, la majorité des ossements retrouvés sont ceux de chevaux, et surtout des mâles. Pour certains chercheurs, c'est donc la preuve d'un élevage dans lequel on préfère conserver les femelles pour la reproduction. Une autre preuve avancée est la découverte de mors, des éléments d'harnachement qui est dans la gueule du cheval, en bois de renne. Et la preuve finale avancée est qu'il y avait un squelette entier de cheval déposé avec des usures caractéristiques sur les dents montrant qu'il était probablement monté ou harnaché. Vous me direz que finalement cela semble assez convaincant. Pourtant, il y a plusieurs problèmes. Tout d'abord, les ossements retrouvés pourraient certes correspondre à de l'élevage, mais aussi à une chasse sélective. Je m'explique. Le cheval sauvage est chassé depuis le paléolithique et en grand nombre, et les peuplades humaines sont loin d'être idiotes. Elles savent que les troupeaux doivent se renouveler durant certaines parties de l'année. Donc les hommes pratiquent une chasse sélective en visant principalement les mâles afin de laisser les femelles se reproduire et qu'il y ait toujours du gibier. Ensuite, il y a les morts en bois de renne qui ont été retrouvés. Le problème, c'est que ça c'est une interprétation, et que certains chercheurs ne l'acceptent pas du tout. Donc ça reste assez compliqué de trancher sur cette question.
Pour finir, la preuve la plus convaincante, le cheval retrouvé. Néanmoins, il y a un problème. Le cheval qui a été enterré ici ne date pas de la même époque que le site. Il a été analysé plus tard et il a été montré qu'il a été enterré à l'âge du bronze, plus tardivement. Le hasard a voulu qu'il soit enterré au milieu des restes d'un site ancien. Ça arrive en archéologie. Il y a eu plusieurs sites, à l'image de Derevka, qui ont été considérés comme les premiers foyers de domestication du cheval, mais aucun n'a été retenu après des examens plus minutieux. Alors finalement, est-ce que cette question reste un mystère? Pas tout à fait. Vers la fin du néolithique, on constate dans le sud de l'Espagne, l'Europe de l'Ouest et en Allemagne du Nord-Est que les restes des chevaux subissent des changements morphologiques. En effet, les animaux semblent globalement plus petits. C'est un indice probable de la domestication. Les chercheurs en déduisent donc que le cheval est alors domestiqué au moins depuis 8000 ans avant notre ère, au Paléolithique supérieur. Mais aussi on peut dire qu'il est fort probable que tout n'est pas parti d'un seul endroit. En effet, ces découvertes montrent qu'il y a sans doute eu plusieurs foyers de domestication, et non pas un seul comme on pensait avant. Puis l'innovation s'est répandue avec le temps. La question suivante est comment a-t-on domestiqué cet animal? Il est vrai que les équidés sont rapides, et peuvent facilement retourner à leur état sauvage s'ils ne sont pas domestiqués correctement. Alors en effet, la question se pose. Le problème, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a pas de site archéologique qui permet de répondre à cette question. Beaucoup de chercheurs se tournent donc vers l'éthologie. L'éthologie, c'est la science du comportement animal. Elle nous apprend que le cheval est certes une espèce rapide et qui retourne facilement à l'état sauvage, même une fois domestiqué, mais également que c'est un animal prévisible, puisqu'il préfère les habitats ouverts comme les plaines et qu'il ne s'éloigne jamais beaucoup des points d'eau. On peut ajouter qu'il se déplace en groupes nommés harems qui sont assez vulnérables pendant la saison des accouplements. Mais surtout, le cheval est curieux de nature et peut s'habituer assez facilement à une présence humaine. Comme beaucoup d'animaux sociaux, il fonctionne avec un individu alpha qui dirige le groupe. Et les chercheurs pensent alors que pour le domestiquer, l'homme a finalement pris la place de l'individu alpha. C'est une hypothèse plutôt acceptée dans le milieu et faute de mieux, c'est celle qui est privilégiée. Vient maintenant la question du pourquoi. En effet, pourquoi s'être lancé dans cette domestication? Il y a de nombreuses hypothèses et je vais vous en présenter quelques-unes. La première est la nécessité d'avoir une source de viande. Néanmoins, elle est assez réfutée, car c'est un animal qui était déjà chassé depuis le Paléolithique. Et puis surtout, à l'époque, d'autres espèces comme le mouton commençaient déjà à être domestiquées et servaient de source de nourriture à cette période. Une autre hypothèse est l'utilisation du cheval comme d'une monture, pour les déplacements, mais la plupart des chercheurs estiment que pour pouvoir monter le cheval, il devait déjà être domestiqué depuis un certain temps, donc cette hypothèse n'est pas valable non plus. Des chercheurs pensent aussi qu'il aurait pu s'agir d'une entreprise cultuelle, liée à un culte de l'étalon. Cela serait envisageable, puisque dans certaines régions, comme au bord de la mer Noire, on retrouve au 4e millénaire avant Jésus-Christ des restes de chevaux dans des sépultures. Malheureusement, on n'a pas plus de preuves en faveur de cette hypothèse. La dernière est celle d'une domestication dans le but d'un prestige, puisque s'approprier et monter un animal aussi puissant et rapide que le cheval provoquerait probablement le respect de ses pairs. Il n'y a pas forcément de bonne hypothèse, on ne peut pas savoir si une parmi celles-ci est la bonne ou non, mais voilà, je voulais vous en présenter quelques-unes. Le cheval est un animal qui a toujours fasciné. C'est un animal rapide qui, dans les millénaires qui vont suivre sa domestication, va avoir une grande importance dans les sociétés, en offrant une nouvelle force de travail, une nouvelle manière de se déplacer et de se faire la guerre. Il est difficile de connaître exactement les bouleversements qu'a provoqué son arrivée dans les sociétés humaines, mais il est fort probable que cela a accéléré le phénomène de hiérarchisation sociale qui commençait à se développer à ces époques. Il est important de comprendre qu'il n'y a pas de méthode miracle pour identifier avec exactitude le moment et la manière dont une espèce a été domestiquée. Nous en reparlerons sans doute sur la chaîne. Et le cheval est un très bon exemple pour s'en rendre compte. Il faut également prendre en compte que tout ne laisse pas de traces archéologiques. Par exemple, les Yakoutes, un peuple sibérien actuel, élèvent le cheval de manière particulière, puisqu'ils laissent ces animaux libres en troupeau et ne vont les voir qu'en période de naissance pour récupérer les poulains. Voilà donc un exemple d'élevage qui ne laisse absolument pas de traces archéologiques. Nous arrivons déjà à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous retrouvez comme d'habitude toutes les sources en description et vous pouvez me poser des questions si vous en avez en commentaire. Je sais que j'avais promis un épisode sur les religions gauloises, mais il faut comprendre que le confinement rend les moyens de se documenter beaucoup plus compliqués. Ainsi, c'est donc pas ma priorité pour l'instant. Je pense que dans les prochains temps, nous ferons un archéologique sur la datation, et également probablement un archéofake dès que j'aurai trouvé un sujet intéressant. En attendant, je me suis dit qu'il serait intéressant de pouvoir discuter avec vous de manière plus interactive qu'avec des commentaires YouTube. Aussi, je pense créer un petit Discord, vous aurez sûrement le lien dans la description, il sera sûrement pas fini au moment où vous verrez cette vidéo, mais c'est pas grave, si ça vous dit que vous voulez discuter, n'hésitez pas à le rejoindre.
En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous invite à creuser la question. On est tombé sur un tumulus ressemble juste à une bosse et une tombe à simplement une fosse. Il n'est pas facile de pouvoir distinguer, croyez-moi c'est tout un métier. Indiana Jones, ce n'est pas un archéologue. Patience, prudence et évidemment de la méthode. Truelle en main, nous creusons vers notre passé. Trié, classé pour pouvoir interpréter. Céramologue et tout un tas de spécialistes afin d'écrire une histoire.